Dimension fantastique. Une anthologie présentée par Barbara Sadoul. Alphonse Daudet. L'homme à la cervelle d'or. Je suis né dans une petite ville de l'ancienne Souabe, chez le greffier au tribunal, un jour de soleil et de Pentecôte. Ma venue au monde fut accompagnée de quelques signes étranges qu'il est bon de raconter. Toute la famille étant réunie autour du lit de la couchée, mon oncle, l'inspecteur aux douanes, me prit délicatement entre ses doigts et m'apporta près de la fenêtre pour me contempler à son aise. Mais la pesanteur de mon petit être le surprit à ce point que le bonhomme effrayé me lâcha et que je m'en allai tomber lourdement sur le carreau, la tête la première. On me crut mort sur le coup, et vous pensez les cris qu'on poussa. Le crâne d'un nouveau-né est quelque chose de si débile, le tissu en est si frêle, la pelure si délicate. Une aile de papillon glissant là-dessus peut causer les plus grands ravages. Ô surprise! La ténuité de mon crâne se ressentit à peine de cette terrible secousse, et ma tête, en touchant le sol, rendit un son métallique, et connu de tous qui fit dresser 20 oreilles à la fois. On m'entoure, on me relève, on me palpe, et grande fut la stupeur quand le docteur déclara que j'avais le sommet de la tête et la cervelle en or. À preuve, un fragment qui s'en était détaché dans ma chute et qu'on reconnut être un morceau d'or très pur et très fin. « Singulier enfant, » dit monsieur le docteur en hochant la tête. « Destiné à de grandes choses, » fit judicieusement observer mon oncle. Avant de se séparer, on se promit le plus grand secret sur l'aventure. Ce fut là la première pensée de ma mère, qui craignait que ma valeur, une fois connue, ne vînt à tenter la cupidité de méchantes gens. J'étais, du reste, un enfant comme tous les autres, mangeant, ou plutôt buvant bien, avec cela très précoce et porteur d'allures drôlettes à dérider le front le plus sévère. Crainte d'accident, ma mère voulut me nourrir elle-même. Je grandis donc dans notre vieille maison de la rue des Tanneurs, ne mettant presque jamais le nez dehors, toujours caressé, choyé, surveillé, talonné, n'osant faire un pas à moi seul, de peur d'abîmer ma précieuse personne, et regardant tristement à travers les vitres mes petits voisins jouer aux osselets dans la rue et cabrioler à leur aise dans les ruisseaux. Comme vous pensez, on se garda bien de m'envoyer à l'école. Mon père fit venir à grands frais des maîtres à la maison, et j'acquis en même temps une instruction présentable. J'avouerai même que j'étais doué d'une intelligence qui surprenait les gens, et dont mes parents et moi avions seuls le secret. Qui n'eût été intelligent avec une cervelle riche comme la mienne? Un jour ne se passait pas sans que chez nous on ne bénît le ciel d'avoir fait un miracle en ma faveur, et d'avoir honoré d'un enfant prodige l'humble demeure du greffier. Ah, faveur maudite, exécrable présent! Ne pouviez-vous donc tomber sur la maison d'en face? Mon père était loin d'être riche. C'était un modeste greffier, gagnant avec peine quelques misérables florins par année à copier et enregistrer les actes du tribunal. Les dépenses qu'il avait faites pour mon éducation étaient de beaucoup au-dessus de ses forces. Aussi, mes études finies, et comme je prenais pied sur mes 18 ans, se trouva-t-il à bout de ressources. Un soir, en rentrant d'une promenade sur l'esplanade, je trouvai 4 gaillards, fort laids, en train d'inspecter la maison et de tâter le pouls à nos pauvres meubles, pour s'assurer de leur santé et de leur valeur. Ma mère pleurait dans un coin, accroupie sur un escabeau, la tête dans ses mains. Mon père, pâle comme un linceul blanc, faisait visiter l'appartement à ces messieurs et se retournait de temps à autre pour essuyer une grosse larme honteuse. Je compris que j'assistais à une lugubre scène du drame de M. Loyal. Les hommes sortis avec promesse de revenir le lendemain. Nous restâmes seuls dans la chambre assombrie, et je n'entendis que des pleurs et des sanglots. Mon père se leva et se promena quelques instants dans la salle. « Ah, malheureux enfant !» fit-il, en s'arrêtant tout à coup. « Que de douleurs tu nous vaux! Et comment t'acquitteras-tu jamais envers moi des larmes que tu fais verser à ta mère ?» Je voulus parler. Les pleurs m'en empêchaient. Ma mère priait à voix basse dans un coin. Mon père reprit, en s'approchant de moi. « Dire que nous mourrons de misère à côté de cet or !» Et d'un geste fébrile, il appuya sa main sur mon front. De l'or. À ce mot, un frisson fit claquer ses membres, en même temps qu'une idée terrible fondait sur moi et m'envahissait. Je songeais aux richesses immenses que contenait mon cerveau. Oh, si je pouvais!
et plein de cette pensée, je courus m'enfermer avec elle dans ma chambre. Maintes fois on m'avait conté la scène qui accompagna ma naissance, et puisque j'avais survécu à la perte d'un morceau de ma cervelle, il me parut que je pouvais sans péril en détacher encore un brin pour venir en aide à mes malheureux parents. Ici, une affreuse objection se dressait devant moi. Ce lambeau de cervelle que j'allais m'arracher, n'était-ce pas pour autant d'intelligence dont je me privais? L'intelligence, ce levier, cette force, cette puissance. L'intelligence, ma seule richesse, à moi. Avais-je le droit de disposer ainsi d'un bien que je n'avais acquis au prix d'aucun travail, d'aucune fatigue? Et que deviendrais-je, juste Dieu, si j'allais tomber dans l'imbécilité et l'abrutissement? D'un côté, je voyais le désespoir de ces pauvres gens qui avaient trouvé bon de se sacrifier pour moi. Mon cœur s'en émut, mes yeux se mouillèrent, je n'y tins plus, et prenant une décision soudaine, l'horrible souffrance. Je crus que ma tête éclatait. J'entrai dans la salle où se tenaient mes parents. « Tenez, leur dis-je, ne pleurez plus. » Et je jetai sur leurs genoux un morceau d'or gros comme une noisette, tout saignant encore et tout palpitant. Tandis qu'ils me couvraient de leurs caresses, moi j'étais en proie à une profonde tristesse et à une sensation singulière. Mes idées me semblaient moins nettes, moins lucides. C'était comme un voile qui s'étendait sur mon esprit. Je secouai tout cela. Bah, me dis-je, c'est pour la maison. Et puis, j'en ai donné si peu. À quelque temps de là, de misérables compagnons de débauche m'entraînèrent à une orgie qui devait me coûter cher. La chose se passait à l'hôtel de France. On y fit un vacarme du diable, on mit la cave à sec et la vaisselle à sac. Nous nous amusâmes considérablement. Quand le fatal quart d'heure sonna, mes excellents amis, profitant de mon ivresse, jugèrent à propos de s'évader sans m'avertir et sans payer. Je passai ma nuit à dormir sur le divan de l'hôtel, et le lendemain au réveil, je me trouvai face à face avec une interminable addition qu'il fallait solder sur le champ. Je n'avais pas un creutzer en poche, et si grand que fût mon crève-cœur, je dus recouvrir encore à ma cervelle et lui faire un second et terrible emprunt. Dès ce jour, un amer découragement s'empara de mon être. Encore quelques emprunts de ce genre, et j'en aurais fini avec cette intelligence dont j'étais si fière. Cette pensée qui me faisait frémir se dressait sans cesse devant mes yeux. Je devins sombre, misanthrope. De tous mes amis, je n'en avais gardé qu'un seul, le plus ancien et le plus sûr de tous, qui connaissait depuis longtemps mon secret et me prêchait à toute heure du jour de ménager précieusement ce trésor. Ce cher ami avait ses raisons pour cela. Une nuit qu'il pleuvait et que le mauvais temps le fit coucher à la maison, il s'en vint furtivement et pendant mon sommeil, il m'arracha un énorme quartier de cervelle. La douleur me réveilla, et je me dressai en hurlant sur ma couche. Le misérable, pris en flagrant délit, ne sut que pâlir, balbutier, et trembler de tous ses membres. En fin de compte, il s'enfuit, emportant son butin. Je ne sais comment j'aurais supporté ce dernier coup si une passion violente n'était venue me distraire un temps des rêves sinistres où je m'abîmais. Je deviens amoureux, et je résolus de me marier, persuadé que dans un intérieur tranquille et aimant, je parviendrais à échapper à la complète destruction du meilleur de moi. La femme que je choisis était certes faite pour charmer. Elle avait des yeux, de l'esprit et du cœur, un nom qui me plaisait, de fines attaches et de l'économie. Nous entrâmes en ménage, et je me crus heureux pour toujours. Hélas, du jour de mon mariage datèrent seulement mes vraies souffrances, et c'est là que je devais engloutir le beau lingot d'or qui me restait encore dans le crâne. Ma femme, avec des goûts modestes, était pourtant aiguillonnée par le désir immodéré de la toilette. Le soir, à la musique, je l'entendais maintes fois soupirer et regarder douloureusement, en passant à côté des dames de la ville, toutes somptueusement habillées. Je voyais clair dans ses soupirs, et bien qu'elle osât me les avouer, je sentais les regrets que faisait naître en elle cet étalage de luxe. Peu à peu, je crus m'apercevoir que la froideur se glissait dans la maison. Plus d'effusion de cœur, plus d'épanchement, plus de longues et douces causeries. Je compris qu'on commençait à m'accuser de beaucoup d'égoïsme. Pourquoi, se disait-on, me laisser dans un pareil dénuement, et puisqu'il a le moyen de me rendre heureuse, pourquoi ne pas s'en servir? Que fera-t-il de ses richesses s'il ne les dépense pour moi?
Je lisais toutes ces choses et bien d'autres encore dans l'azur d'une paire d'yeux trop beaux pour mentir, et tandis que j'observais de mon côté, l'amour s'en allait de l'autre. Il fallait prendre un parti. J'aimais mieux laisser faire mon cœur. Ma femme eut des diamants. Ma femme me rendit ses plus doux sourires. Mais non, vous ne saurez jamais de quel prix je payais tout cela. Comment faire autrement, puisque je n'avais pas de fortune? Pouvais-je entrer en boutique, mesurer du drap à l'aune, fabriquer des cornets de papier? Quelque chose de divin que je sentais en moi me défendait obstinément des métiers pareils. Il me fallait de l'argent. Ma cervelle valait de l'argent, et ma foi, je dépensais ma cervelle. Dépenses de tous les jours, torture de toutes les heures. Pour les besoins de la vie, pour les joies de la vanité, ce soir pour un bal, demain pour le dîner, hier pour une robe, aujourd'hui pour du pain. Le trésor y passait tout entier. Parfois, aux heures de solitude et des regards intérieurs, il me prenait de soudaines rages. Je saisissais ma tête à deux mains, comme pour arrêter les flots d'or qui s'en échappaient. Je criais « Ne t'en va pas! Ne t'en va pas !» Un instant après, je m'acharnais à me meurtrir le crâne pour en extraire le divin minerai. Sur ces entrefaites, un bonheur imprévu vint apporter quelque soulagement à mon affreuse position, poser un baume sur mes plaies toujours saignantes. Un enfant nous naquit, un bijou de petit garçon, vraie miniature de la mère. Mon premier soin fut de m'assurer qu'il n'aurait pas la cervelle de son père, et quand je vis qu'il n'avait pas hérité de cette infirmité royale, j'eus de la joie, pour quelque temps. L'enfant grandit. Ô douleur! C'était un être de plus à faire vivre de mon cerveau. Des nourrices, des médecins, des éleveurs, que sais-je encore? Tout autant de misérables qui vinrent s'acharner sur ma mine d'or, si souvent et si cruellement exploitée. Je n'épargnais rien à la chère créature. Et ce qui m'étonnait surtout, c'était la quantité de richesses contenues en ma cervelle et la peine que j'avais à les épuiser. Il fallait pourtant en finir une bonne fois. Nous étions au premier jour de l'année. Au dehors, un gai soleil se jouait sur la neige. Chez moi, les fronts étaient moroses et les yeux gonflés. L'enfant soupirait dans son lit. À l'air de misère qui régnait dans la maison, il devinait bien qu'il ne devait pas songer aux étrennes et que cette journée de joie serait toute de larmes pour lui. Triste de cette tristesse, la mère se taisait et volontiers eût donné son sang pour voir un rayon de gaieté dans les yeux du gamin. Mais sachant mes nombreux sacrifices, elle n'osait me demander encore celui-là. De ma place, je voyais ce drame de famille poignant et désolé. Enfin, n'y tenant plus, je passai dans la chambre voisine et j'allai à ma cervelle. Dieu vivant! Le trésor avait fui. Il en restait à peine un débris gros comme la moitié de mon petit doigt. Oh non! Jamais! M'écriai-je en frémissant. Au même moment, j'entendis dans la pièce à côté l'enfant, que ma présence ne retenait plus, partir d'un long sanglot. Je n'hésitai pas. Le sacrifice accompli, je revins près de ma femme et je lui dis d'aller avec son fils acheter des étrennes. L'enfant battit des mains. Elle, pleurant de joie, se jeta dans mes bras et se serra sur ma poitrine avec amour. « Ah, cher homme, que tu es bon !» Quand ils furent sortis, je me laissai tomber sur une chaise, et là je songeai amèrement à ces splendides richesses, dont il ne me restait plus désormais la moindre parcelle, et qu'il ne m'était plus donné de revoir. Je récapitulai toutes les circonstances de ma vie, où j'avais perdu mon or brin par brin, tous les buissons de la route où j'avais laissé un lambeau de ma toison, la maladresse de mon oncle, mon amour pour mes parents, le mauvais tour de mes camarades à l'hôtel de France, l'horrible conduite de mon ami, mes devoirs d'époux et de père, tout se passa devant mes yeux. Que faire désormais? Que désirer? Un lit d'hôpital ou bien encore une place de garçon mercier quelque part, à la bobine d'argent par exemple? Voilà l'avenir qui m'était réservé, et je n'avais pas 40 ans. Puis, tandis que je me désolais et que je pleurais toutes mes larmes, je vins à songer à tant de malheureux qui vivent de leur cervelle comme moi j'en avais vécu, à ces artistes, à ces gens de lettres sans fortune, obligés de faire du pain de leur intelligence. Et je me dis que je ne devais pas être seule ici-bas, à connaître les souffrances de l'homme,
à la cervelle d'or. 1860. Ivan Tourguenieff. Hélice. Nous planions à une hauteur considérable. Je regardais en bas. Nous passions au-dessus d'une ville à moi inconnue, bâtie sur le penchant d'une large colline. Des églises s'élevaient au-dessus d'une masse de toits en planches et de sombres vergers. Un grand pont se détachait en noir sur la rivière, dans un de ses tournants. Des coupoles dorées, des croix de métal brillaient d'un éclat amorti. Silencieuses, se dessinaient sur le ciel les longues perches des puits, parmi des bouquets de saules. Silencieuse également, une chaussée blanchâtre s'enfonçait en flèche étroite dans un bout de la ville et ressortait, toujours silencieuse, à l'autre bout, pour aller se perdre dans l'obscurité monotone de plaines sans fin. « Quelle est cette ville ?» demandai-je à Hélice. « N. Dans le gouvernement de... » « Oui. »« Nous sommes bien loin de chez moi. »« Pour nous, point de distance. »« En vérité ?» Une audace soudaine s'empara de moi. « Porte-moi dans l'Amérique du Sud. »« Impossible, il y fait jour. »« Ah, nous sommes des oiseaux de nuit, eh bien, n'importe où, mais bien loin. »« Ferme les yeux. Et ne respire pas, » répondit Hélice. Et nous partîmes avec la rapidité de l'ouragan. L'air s'engouffra dans mes oreilles avec un bruit déchirant. Nous nous arrêtâmes bientôt, mais le bruit ne cessait pas. Au contraire, il redoublait. C'était comme un hurlement terrible, un immense fracas. « À présent, ouvre les yeux, » me dit Hélice. J'obéis. « Mon Dieu, où suis-je » Sur nos têtes des nuages bas, lourds, épais, se pressant, se poussant comme une meute de monstres en fureur. Au-dessous de nous, un autre monstre, une mer enragée, oui, enragée. Lancée par convulsion, une écume blanchâtre s'élève en montagne bouillonnante. Des vagues déchirées battent, avec un fracas brutal, des rochers plus noirs que la poix. Le mugissement de la tempête, le souffle glacé sortant du fond des abîmes, le retentissement de la lame heurtant les falaises, où l'on croit entendre tantôt des plaintes lamentables, tantôt une décharge d'artillerie dans le lointain, ou bien encore le tintement des cloches, puis le grincement des galets roulant sur le rivage. Parfois, le cri d'une mouette invisible, sur une échappée du ciel, la silhouette incertaine d'un vaisseau. Partout, la mort et l'épouvante. De nouveau, je fermai les yeux, saisi d'horreur. Qu'est-ce là ? Où sommes-nous ? Sur la côte sud de l'île de White, devant les rochers de Black Gang, où bien souvent se perdent des vaisseaux, répondit Hélice avec une maligne expression de joie à ce qu'il me sembla. Emporte-moi loin d'ici, chez moi. Je me pelotonnai en me couvrant les yeux. Il me sembla que nous volions avec plus de rapidité encore que tout à l'heure. Le vent ne sifflait plus. Il hurlait. Il gémissait dans mes habits, dans mes cheveux. Je ne pouvais respirer. « Tiens-toi debout, » me dit Hélice. Je fis un effort pour reprendre mes esprits. Je sentais la terre sous mes semelles et je n'entendais aucun bruit. Tout autour de moi paraissait mort, mais le sang battait à mes tempes avec violence et la tête me tournait avec un faible tintement intérieur. Peu à peu, l'étourdissement se dissipa. Je me redressai et j'ouvris les yeux. Nous étions sur la chaussée de mon étang. Droit devant nous, à travers des feuilles pointues d'une rangée de saules, on voyait une grande nappe d'eau au-dessus de laquelle dormaient, comme accrochés à la surface, quelques minces filaments de brouillard. À droite, la verdure terne d'un champ de seigle. À gauche, sortant de la brume, Montverger, avec ses grands arbres immobiles et humides. Déjà le matin les avait touchés de son souffle. Sur le ciel pâle s'étendaient en raies obliques 2 ou 3 petits nuages jaunâtres, atteints qu'ils étaient par le premier rayon de l'aurore, partant Dieu sait de quel point de l'horizon. Car dans la pâleur uniforme du ciel, rien n'annonçait de quel côté le soleil allait se montrer. Les étoiles avaient disparu, rien ne bougeait encore, et pourtant tout se réveillait déjà dans le calme magique du premier crépuscule. «
Voici le jour, me dit Élise à l'oreille. Adieu. À demain. Je me tournai vers elle. Déjà, elle avait quitté terre et s'élevait en l'air devant moi. Tout à coup, je la vis porter ses deux mains au-dessus de sa tête. Cette tête, ses mains, ses épaules avaient revêtu soudain une teinte de chair. Dans ses yeux sombres frémirent deux vivantes étincelles. Un sourire d'une mystérieuse mollesse toucha ses lèvres rougissantes. Une charmante jeune femme m'apparut. Cela ne dura qu'un instant. Comme saisie d'un éblouissement, elle se rejeta en arrière et fondit aussitôt, ainsi qu'une vapeur. Quelque temps, je demeurai stupéfait, immobile. Quand je fus en état d'observer, il me sembla que cette teinte de chair, cette teinte d'un rose pâle qui avait subitement animé l'apparition, ne s'était pas dissipée, et que l'air qui m'entourait en était imprégné. C'était l'aurore qui s'allumait. Je me sentis tout à coup d'une lassitude accablante, et je me dirigeai vers la maison. En passant devant le poulailler, j'entendis les oisons qui caquetaient. Ce sont les premiers oiseaux à se réveiller. Le long du toit, à l'extrémité des perches qui retiennent le chaume, il y avait des corneilles en sentinelle. Toutes, fort empressées de faire leur toilette matinale, se profilaient nettement sur un ciel laiteux. Par moments, toutes se levaient à la fois et s'envolaient pour aller à quelques pas se ranger en ligne, sans faire un cri. Dans le bois voisin, par deux fois retentit le gloussement enroué et frais du coq de bruyère, déjà en quête de baies sauvages dans la verdure humide. Pour moi, me sentant gagné par un léger frisson, j'allais me jeter sur mon lit, où me cloua bientôt un lourd sommeil. La nuit suivante, lorsque je m'approchai du vieux chêne, Élise vint à ma rencontre comme une vieille connaissance. De mon côté, toute crainte avait disparu, et je la retrouvai presque avec plaisir. J'avais cessé de faire des efforts pour comprendre mon aventure, et je ne pensais plus qu'à voler encore, et à satisfaire ma curiosité. Bientôt, le bras d'Hélice m'enlaça, et nous prîmes notre essor. « Allons en Italie, lui dis-je à l'oreille. « Où tu voudras, mon ami. » Répondit-elle avec une gravité lente. Et lentement, et gravement, elle pencha sa tête vers moi. Je crus remarquer que son visage était moins transparent que la veille, ses traits plus féminins, moins vaporeux. Elle me rappelait cette belle créature qui s'était montrée à moi le matin, un moment avant de disparaître. Cette nuit, continua Élise, c'est la grande nuit. Elle vient rarement. Quand 7 x 13... Ici, je perdis quelques mots. Alors, poursuivait-elle, on peut voir ce qui est caché en d'autres temps. Élise, lui dis-je d'un ton suppliant, qui es-tu? Dis-le-moi à la fin. Sans répondre, elle étendit sa longue et blanche main. De son doigt, sur le ciel sombre, elle indiquait un point, où parmi de petites étoiles brillait une comète d'aspect rougeâtre. Comment te comprendre? Vis-tu comme cette comète, errante entre les planètes et le soleil? Vis-tu errante entre les hommes? Et quoi? Ou bien... Mais la main d'Élise se porta tout à coup sur mes yeux. Un brouillard blanc et lourd comme celui qui vient du fond des vallées m'enveloppa soudain. « En Italie, murmurait-elle. Cette nuit, c'est la grande nuit. Le brouillard se dissipa, et je vis au-dessous de nous une plaine sans fin. Mais déjà, la sensation d'un air mou et tiède sur mes joues m'avait averti que je n'étais plus en Russie. Et d'ailleurs, cette plaine ne ressemblait pas aux nôtres. C'était une immense surface, terne, sans herbe, déserte. Çà et là, sur toute l'étendue, semblables aux morceaux d'un miroir cassé, brillaient des flaques d'eau stagnantes. Plus loin, on distinguait vaguement une mer immobile et sans bruit. De grandes et belles étoiles scintillaient dans les intervalles de grands et beaux nuages. Et de toutes parts s'élevait un trille fredonné par 1000 voix, incessant, mais contenu. Ces tons pénétrants et sourds à la fois étaient la voix du désert. « Les marais pontins, dit Élise. Entends-tu les grenouilles? Sens-tu le soufre? Les marais pontins? Et une impression de tristesse solennelle m'envahit. Pourquoi?
me mener dans ce pays morne et abandonné. Nous ferions mieux d'aller à Rome. Rome est proche, dit-elle. Prépare-toi. Nous prîmes notre vol au-dessus de l'antique voie latine. Plongé dans un bourbier visqueux, un buffle leva lentement sa tête difforme, dont les soies courtes et rudes s'élevaient en touffes entre ses cornes tordues en arrière. Il montrait le blanc de ses yeux stupides et méchants, en soufflant avec force de ses humides naseaux. Sans doute, il nous avait sentis. « Rome! Voici Rome !» dit Hélice. « Regarde devant toi !» Quelle est cette masse noire au-dessus de l'horizon? Sont-ce les arches d'un pont de géant? Quel fleuve traverse-t-il? Pourquoi est-il démoli par places? Non, ce n'est pas un pont, c'est un aqueduc antique. Voici bien la sainte campagne romaine, là-bas, les monts Albins. Leur sommet et la fabrique grisâtre de l'aqueduc s'éclairent faiblement aux rayons de la lune qui se lève. Nous nous élançâmes subitement, et nous nous trouvâmes suspendus devant une ruine isolée. Personne n'eût su dire ce qu'elle avait été. Un tombeau, un palais, des thermes. Un lierre noir l'enveloppait de sa triste étreinte, et dans le bas, telle qu'une gueule béante, s'ouvrait la voûte à demi effondrée d'un souterrain. Je fus frappé d'une odeur de sépulcre sortant de toutes ces petites pierres, si bien appareillées, dont le revêtement de marbre avait depuis longtemps disparu. « Ici !» continua Hélice en étendant la main. « Ici !» Prononce à haute voix, 3 fois de suite, le nom d'un grand Romain. Qu'arrivera-t-il? Tu verras. Je réfléchis un instant. Divus Caius Julius César, m'écriai-je. Divus Caius Julius César, répétai-je en prolongeant le son. César! Les derniers éclats de ma voix retentissaient encore quand j'entendis. Mais je désespère de décrire ce que j'éprouvais. D'abord, ce fut un bruit confus, à peine perceptible pour l'oreille, et sans cesse répété. De trompettes et de battements de mains. Il me semblait que quelque part, dans un éloignement prodigieux ou dans un abîme sans fond, s'agitait une foule innombrable. Elle s'élevait, elle montait en flots pressés, toujours poussant des cris, mais de ces cris étouffés, tels qu'ils s'échappent de la poitrine dans ces rêves accablants qu'on croit durer des siècles. Puis l'air se troubla et s'assombrit au-dessus de la ruine. Alors, il me sembla voir surgir et défiler des ombres, des myriades d'ombres, des millions de formes, les unes s'arrondissant en casques, les autres se projetant comme des pics. Les rayons de la lune se divisaient en d'innombrables étincelles bleues sur ces pics et ces casques, et toute cette armée, toute cette multitude se pressait, se poussait, avançait, grandissait. On la sentait animée d'une indicible énergie capable de soulever le monde. Pas une forme, cependant, n'était distincte. Soudain, un mouvement étrange agite toute cette foule, on dirait des flots immenses qui s'écartent, qui se retirent. « César, César venit !» répètent 1000 voix confuses, semblables au frémissement des feuilles dans une forêt où s'abat l'ouragan. Un coup sourd retentit, et une tête pâle, sévère, les paupières fermées, ceinte d'une couronne de laurier, la tête de l'impérator, sortit lentement de la ruine. Non, il n'y a pas de mots dans une langue humaine pour exprimer l'épouvante qui s'empara de moi. Je me dis que si cette tête ouvrait les yeux, si ses lèvres se desserraient, j'allais mourir à l'instant. « Hélice !» m'écriai-je, « je ne veux pas, je ne puis pas. Ôte-moi de Rome, de cette brutale et terrible Rome. Partons !» « Cœur faible, » murmura-t-elle, et nous reprîmes notre essor. Derrière moi, j'entendis le cri, retentissant cette fois, le cri de fer des légions romaines. Puis tout devint sombre. Nous étions sur la rive d'un grand fleuve. À gauche s'étendaient à perte de vue des prairies fauchées, avec des meules énormes. À droite, également à perte de vue, on distinguait la surface de l'eau. Près du rivage, de longues barques se balançaient doucement sur leurs ancres, agitant leurs mâts élancés comme des doigts, comme des index faisant un signe. Dans une de ces barques, d'où partaient les champs, brillait un petit feu dont la lueur se reflétait en longues raies rouges et tremblotantes sur les flots de la rivière. Partout,
et sur le fleuve, et dans la campagne, scintillaient d'autres feux. Étaient-ils loin de nous ou rapprochés? La vue ne pouvait s'en rendre compte. Tantôt, ils s'éteignaient brusquement. Tantôt, on les voyait jaillir en jetant un vif éclat. D'innombrables grillons chantaient incessamment dans l'herbe non moins acharnée que les grenouilles des marais pontins. Le ciel était sans nuages, mais bas et sombre, et de temps en temps, des oiseaux qui planaient, invisibles, poussaient des cris plaintifs. « Ne sommes-nous pas en Russie ?» demandai-je à mon guide. « Voici la Volga, » répondit-elle. « Je voudrais retourner chez moi, » lui dis-je. « Attends, attends, » répondit-elle. « Cette nuit, c'est la grande nuit. Elle ne reviendra pas de sitôt. Tu peux assister. Attends un peu. » Aussitôt, nous traversâmes la Volga, rasant l'eau obliquement et par élans successifs, à la manière des hirondelles fuyant devant la tempête. Les flots profonds murmuraient au-dessous de nous. Un vent aigre nous battait de son aile froide et puissante. Bientôt, la rive froide du fleuve se montra dans la demi-obscurité, et nous aperçûmes des falaises escarpées, avec de grandes crevasses. Nous nous en approchâmes. « Crie, Sarin Nakitchkou » me dit tout bas Hélice. J'étais encore mal remis de l'effroi que m'avait causé l'apparition des fantômes romains, fatigué d'ailleurs, et en proie à je ne sais quel vague sentiment de tristesse. Bref, le cœur me manquait. Je ne voulais pas prononcer ces paroles fatales, persuadé qu'elles allaient, comme dans la vallée aux loups de Freyschütz, faire apparaître quelque prodige effrayant. Mais malgré moi, mes lèvres s'ouvrirent et d'une voix faible et forcée je criai « Sarin Nakitchkou !» De même que devant la ruine romaine, tout d'abord demeura silencieux. Tout à coup, à mon oreille même, retentit un gros rire brutal, suivi d'un gémissement et du bruit d'un corps tombant dans l'eau et se débattant. Je regardais autour de moi. Personne. Mais au bout d'un moment, l'écho du rivage me renvoya les mêmes sons, et bientôt, de toutes parts, s'éleva un vacarme épouvantable. C'était un vrai chaos de bruit, des cris humains, des coups de sifflet, des vociférations furieuses avec des rires plus effrayants que tout le reste. Le clapotement de rames sur l'eau, des coups de hache, le fracas de portes et de coffres brisés, la plainte d'agrès qu'on manœuvre, le grincement de roues sur la grève, le piétinement d'une multitude de chevaux, le glas du tocsin, le cliquetis des chaînes, le crépitement lugubre de vastes incendies, des chansons d'ivrogne, des grincements de dents et des jurons atroces, des lamentations, des prières désespérées, des commandements militaires mêlés au son joyeux du fifre et à la cadence de rondes forcenées. On distingua ces cris. « Tue-le! Pends-le! À l'eau! Brûle! À l'ouvrage! À l'ouvrage! Pas de quartier !» J'entendais jusqu'au souffle haletant qui sortait de poitrines épuisées. Et cependant, partout où ma vue pouvait s'étendre, rien ne paraissait. Nul changement dans l'aspect du pays. Devant nous, la rivière coulait silencieuse et sombre. Le rivage semblait plus inculte et plus désert encore. Je me tournai vers Hélice. Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Stepan Timofeïtch, voici Stepan Timofeïtch. » Un cri s'éleva sur toute la plaine. « Vive notre petit père, notre ataman, notre père nourricier !» Soudain, quoique je continuasse à ne rien voir, il me sembla sentir un corps gigantesque s'avancer vers moi, et une voix épouvantable se mit à crier. « Frolka, où es-tu, chien? Du feu partout! Allons! Un coup de hache à ses mains blanches, qu'on m'en fasse de la chair à pâté. » Je sentis la chaleur d'une flamme tout près de moi. L'odeur âcre de la fumée pénétra dans mes narines, mon visage et mes mains. Des rires sauvages éclatèrent autour de nous. Quand je revins à moi, je me retrouvai avec Hélice, planant doucement à la lisière de mon bois, à peu de distance du vieux chêne. « Vois-tu ce joli petit sentier ?» me dit-elle. « Là-bas où tombe la lune, où se balancent ces deux bouleaux. Veux-tu que nous allions là ?» J'étais si accablée, si brisée, que je ne pus que lui répondre. « Mais à la maison. »« Tu es à la maison, » dit Hélice. En effet, j'étais à ma porte, seule. Hélice avait disparu. Le chien de garde s'approcha, me considéra avec défiance et s'enfuit en hurlant.
Je gagnai mon lit, non sans effort, et je m'endormis, sans m'être déshabillé. 1864. Apparition. Traduit du russe par Prosper Mérimée. Charles Baudelaire, le joueur généreux. Hier, à travers la foule du boulevard, je me sentis frôlé par un être mystérieux que j'avais toujours désiré connaître, et que je reconnus tout de suite, quoique je ne l'eusse jamais vu. Il y avait sans doute chez lui, relativement à moi, un désir analogue, car il me fit, en passant, un clignement d'œil significatif, auquel je me hâtai d'obéir. Je le suivis attentivement, et bientôt je descendis derrière lui dans une demeure souterraine, éblouissante, où éclatait un luxe dont aucune des habitations supérieures de Paris ne pourrait fournir un exemple approchant. Il me parut singulier que j'eusse pu passer si souvent à côté de ce prestigieux repaire sans en deviner l'entrée. Là régnait une atmosphère exquise, quoique capiteuse, qui faisait oublier presque instantanément toutes les fastidieuses horreurs de la vie. On y respirait une béatitude sombre, analogue à celle que durent éprouver les mangeurs de lotus, quand débarquant dans une île enchantée, éclairée des lueurs d'une éternelle après-midi, ils sentirent naître en eux, aux sons assoupissants des mélodieuses cascades, le désir de ne jamais revoir leurs pénates, leurs femmes, leurs enfants, et de ne jamais remonter sur les hautes lames de la mer. Il y avait là des visages étranges d'hommes et de femmes, marqués d'une beauté fatale, qu'il me semblait avoir vus déjà à des époques et dans des pays dont il m'était impossible de me souvenir exactement, et qui m'inspiraient plutôt une sympathie fraternelle que cette crainte qui naît ordinairement à l'aspect de l'inconnu. Si je voulais essayer de définir d'une manière quelconque l'expression singulière de leur regard, je dirais que jamais je ne vis d'yeux brillant plus énergiquement de l'horreur de l'ennui et du désir immortel de se sentir vivre. Mon hôte et moi, nous étions déjà, en nous asseyant, de vieux et parfaits amis. Nous mangeâmes, nous bûmes outre mesure de toutes sortes de vins extraordinaires, et chose non moins extraordinaire, il me semblait, après plusieurs heures, que je n'étais pas plus ivre que lui. Cependant, le jeu, ce plaisir surhumain, avait coupé à divers intervalles nos fréquentes libations, et je dois dire que j'avais joué et perdu mon âme, en partie liée avec une insouciance et une légèreté héroïques. L'âme est une chose impalpable, si souvent inutile et quelquefois si gênante que je n'éprouvais, quant à cette perte, qu'un peu moins d'émotion que si j'avais égaré, dans une promenade, ma carte de visite. Nous fumâmes longuement quelques cigares dont la saveur et le parfum incomparables donnaient à l'âme la nostalgie de pays et de bonheurs inconnus. Et enivré de tous ces délices, j'osais, dans un excès de familiarité qui ne parut pas lui déplaire, m'écrier, en m'emparant d'une coupe pleine jusqu'au bord. « À votre immortelle santé, vieux bouc !» Nous causâmes aussi de l'univers, de sa création et de sa future destruction, de la grande idée du siècle, c'est-à-dire du progrès et de la perfectibilité, et en général de toutes les formes de l'infatuation humaine. Sur ce sujet-là, son Altesse ne tarissait pas en plaisanteries légères et irréfutables, et elle s'exprimait avec une suavité de diction et une tranquillité dans la drôlerie que je n'ai trouvée dans aucun des plus célèbres causeurs de l'humanité. Elle m'expliqua l'absurdité des différentes philosophies qui avaient jusqu'à présent pris possession du cerveau humain, et daigna même me faire confidence de quelques principes fondamentaux dont il ne me convient pas de partager les bénéfices et la propriété avec qui que ce soit. Elle ne se plaignit en aucune façon de la mauvaise réputation dont elle jouit dans toutes les parties du monde, m'assura qu'elle était, elle-même, la personne la plus intéressée à la destruction de la superstition, et m'avoua qu'elle n'avait eu peur, relativement à son propre pouvoir, qu'une seule fois. C'était le jour où elle avait entendu un prédicateur, plus subtil que ses confrères, s'écrier en chair « Mes chers amis, n'oubliez jamais, quand vous entendez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. »
Le souvenir de ce célèbre orateur nous conduisit naturellement vers le sujet des académies. Et mon étrange convive m'affirma qu'il ne dédaignait pas, en beaucoup de cas, d'inspirer la plume, la parole et la conscience des pédagogues, et qu'il assistait presque toujours en personne, quoique invisible, à toutes les séances académiques. Encouragé par tant de bonté, je lui demandai des nouvelles de Dieu, et s'il l'avait vu récemment. Il me répondit, avec une insouciance nuancée d'une certaine tristesse, « Nous nous saluons quand nous nous rencontrons, comme de vieux gentilshommes, en qui une politesse innée ne saurait éteindre tout à fait le souvenir de vieilles rancunes. Il est douteux que son Altesse ait jamais donné une si longue audience à un simple mortel, et je craignais d'abuser. Enfin, comme l'aube frissonnante blanchissait les vitres, ce célèbre personnage, chanté par tant de poètes et servi par tant de philosophes qui travaillent à sa gloire sans le savoir, me dit « Je veux que vous gardiez de moi un bon souvenir, et vous prouvez que moi, dont on dit tant de mal, je suis quelquefois bon diable, pour me servir d'une de vos locutions vulgaires. Afin de compenser la perte irrémédiable que vous avez faite de votre âme, je vous donne l'enjeu que vous auriez gagné si le sort avait été pour vous, c'est-à-dire la possibilité de soulager et de vaincre pendant toute votre vie cette bizarre affection de l'ennui, qui est la source de toutes vos maladies et de tous vos misérables progrès. Jamais un désir ne sera formé par vous, que je ne vous aide à le réaliser. Vous régnerez sur vos vulgaires semblables, vous serez fournis de flatteries et même d'adoration. L'argent, l'or, les diamants, les palais féeriques viendront vous chercher et vous prieront de les accepter, sans que vous ayez fait un effort pour les gagner. Vous changerez de patrie et de contrée aussi souvent que votre fantaisie vous l'ordonnera. Vous vous saoulerez de volupté, sans lassitude, dans des pays charmants où il fait toujours chaud, et où les femmes sentent aussi bon que les fleurs, etc., etc., ajouta-t-il en se levant et en me congédiant avec un bon sourire. Si ce n'eût été la crainte de m'humilier devant une aussi grande assemblée, je serais volontiers tombé aux pieds de ce joueur généreux pour le remercier de son inouïe munificence. Mais peu à peu, après que je l'eus quitté, l'incurable défiance rentra dans mon sein. Je n'osais plus croire à un si prodigieux bonheur. Et en me couchant, faisant encore ma prière par un reste d'habitude imbécile, je répétais dans un demi-sommeil. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, faites que le diable me tienne sa parole. 1857. Dans Le spleen de Paris, devenu en 1864 Petits poèmes en prose. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un chat qui dort d'un côté et j'ai mon nouveau... J'ai succombé, j'ai acheté une desserte pour faire ma pile à lire. Mes petites piles à lire, ça permet de virer un peu une partie du bordel qui reste à ranger. Bref, tout ça pour dire que là, on a lu 3 nouvelles des Dimensions Fantastiques qui sont L'homme à la cervelle d'or, Hélice et le joueur généreux. L'homme à la cervelle d'or, c'était Alphonse Daudet. Je suis sûre de l'avoir déjà lu quand j'étais ado, sans doute Les Lettres de mon moulin, si je ne me trompe pas. C'est parti sur ma petite desserte. Yvan Tourguenieff, je ne l'avais jamais lu. J'ai bien aimé. Elle est partie faire chier son frère. Qui fait dodo. Et Baudelaire, je l'avais déjà plus ou moins lu, sans doute au collège et tout ça. Je vous préviens juste, il y a une nouvelle que j'ai sautée parce que je la trouvais un peu courte. C'était La danse des morts de Gérard de Nerval, qui fait 4 pages, mais au final 4 pages comme le joueur généreux de Baudelaire. Bon bah tant pis, ça sera une lecture pour Insta sans doute, ou à moins que je le cale avec... je peux le caler avec en tout dernier. Mais bref. Avant de démarrer sur un petit retour sur ces 3 nouvelles-là, j'ai regardé en fait la dimension fantastique que j'ai en individuel. Donc j'ai le tome 1, où il y a 13 nouvelles. J'ai le tome 3, où il y en a 10, et j'ai le tome 4, où il y en a 11.
Il me manque le tome 2 où il y en a 6. J'ai regardé ce que c'était le tome 2. Sur le tome 2, il y en a 4 qui sont là-dedans. Parmi les 2 qui restent, il y en a une qui était en libre de droit que j'ai téléchargée, qui est... je ne sais plus... c'est un livre de... une nouvelle de Petrus Borel, je ne connais pas. Et il y avait une autre nouvelle qui était peut-être bien un Bradbury, je ne sais plus exactement, qui n'était pas libre de droit. J'ai regardé vite fait, donc dans les trois autres qui restent, 3 autres dimensions fantastiques en individuel là qui restent, à chaque fois, en pas libre de droit, il y en a les 2, voire 3 que je peux lire, ce qui fait qu'au total, à tout casser, j'en ai 5-6. Donc je pense que je vais juste prolonger un petit peu. Ça me permettra comme ça en fait de continuer aussi sur Instagram à lire des nouvelles en individuel et faire des posts comme ça, histoire de faire un petit tour d'horizon sur ces recueils-là. Mais du coup, en termes d'achat, je vous conseille vraiment celui-là. Même s'il est... Je crois qu'il est un poil plus récent que les autres à 2 euros. Celui-là, il est cool aussi, il est plus récent. Mais les autres, ils sont plus difficiles à trouver. Mais ce qui fait que j'ai renoncé en fait pour le tome 2 parce que pour une nouvelle, c'est pas bien grave quoi. Donc, on a lu 3 nouvelles. On a lu L'homme à la cervelle d'or d'Alphonse Daudet. Je m'attendais pas vraiment à un truc comme ça. C'était assez particulier. Le côté un petit peu Midas, mais un Midas un peu ouin-ouin. Quelque part, ça rejoint en fait les préoccupations du 19e siècle avec beaucoup de préoccupations autour de l'argent, le fait d'avoir suffisamment d'argent pour faire vivre sa famille décemment, sans se sacrifier, tout ça, ok. Après, c'est assez particulier, enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'était plus un essai de l'auteur dans un genre qu'il ne pratiquait pas trop. Du coup, c'était plutôt cool, mais il y avait j'ai l'impression vraiment que les hommes du 19e siècle, ils sont très ouin-ouin. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, c'était quoi mon exemple favori? La peau de chagrin. Valentin, là. Oh là, je crois que oui, c'est machin de Valentin. Raphaël de Valentin, de la peau de chagrin de Balzac. Filez-lui du Prozac à ce gars-là. Mais bref, ouais, j'ai l'impression que l'homme du 19e siècle est quand même plutôt dans la plainte. Pourtant, il y avait la révolution industrielle, il y avait... Ça a commencé la fin des privilèges aussi entre l'aristocratie et la bourgeoisie, peut-être une certaine volonté d'aplanir un petit peu les différences sociales, ce qui a évidemment complètement marché. Mais bref, ouais, bah, j'ai pas grand-chose à en dire en fait. J'étais pas très fan de la nouvelle en elle-même, le côté qu'il dépiote en fait sa cervelle d'or pour la sacrifier à sa famille, tout en se plaignant qu'il le faisait et que ça rognait en quelque sorte son intelligence. Il se sépare d'une partie de sa cervelle, mais il continue à raconter son histoire. Bon, là, très clairement, on est aussi avec les connaissances neurologiques de l'époque. D'un gars qui n'est pas médecin, donc et puis on est dans du fantastique, donc ouais, je suis pas très fan. Perso, je suis pas très fan. Par contre, j'ai bien aimé le style, donc j'irai bien voir ce qu'il fait d'autre Daudet, à part Lettres de mon moulin, que j'ai quelque part là-bas. Alors le deuxième, c'était Tourguenieff, je ne l'avais jamais lu, et j'ai une curiosité envers les auteurs russes. Hélice, j'ai pas très bien compris qui c'était, mais là, ça explique aussi le fait qu'on est en plein dans du fantastique, à pas trop savoir si la personne elle hallucine ou pas, ou si c'était quoi, c'était un fantôme, c'était un ange, c'est quelque chose qui s'évaporait dans l'aurore, Hélice. En plus, je trouve que c'est un nom qui sonne quand même anglo-saxon, donc pas du tout russe. Il me semble pas qu'il y ait des... Je vais regarder. Elle est aussi connue en français sous le titre de Fantôme. Ah, bah alors, en fait, le résumé là sur Wikipédia, ça doit être une autre version de cette nouvelle-là, parce qu'il dit qu'à la fin, une fois qu'il est rentré chez lui, qu'il était un peu trop crevé,
Après quelques nuits de voyage, le jeune homme se trouve affaibli, Élise ne vient plus à sa rencontre et le médecin lui diagnostique une anémie. Il pense alors qu'il a été envoûté par une sorte de vampire. Donc il y a plusieurs versions. Ah oui, puis il est bien plus gros que ça, c'est 50 pages aux éditions des Mille et une Nuits en 1994. Mais toujours traduit par Mérimée. Ma foi, je l'ai bien aimé. Je trouve que le style était quand même assez dingue. C'était inventif, c'était hyper immersif, je trouvais, dans les voyages, dans la description des réactions de ce monsieur là qui est face à de l'inexplicable et pourtant il est quelque part un peu en confiance avec la personne qui l'emmène, etc. Donc particulier. Le côté vampire, ça peut coller avec le fait qu'il voyage de nuit. Après, le gars, s'il voyage toutes les nuits et qu'il dort pas de la nuit, oui, bah, il est un peu crevé, quoi, normal, s'il dort pas. Nora, pratico-pratique, bonjour. Mais ouais, j'ai bien aimé. Donc ça me donnerait envie de creuser pour d'autres œuvres de Tourguenieff. Et ça m'a fait un petit peu penser au voyage merveilleux de Nils Holgersson à travers la Suède. Là où pour Nils, on est vraiment dans du conte merveilleux et un tour de le guide routard de la Suède, et de ses contes. Mais ouais, là, c'était assez intéressant. Il y avait un aspect peut-être un petit peu romantique, pas trop dans l'expression des sentiments, mais je sais pas, j'ai bien aimé. Bon, Baudelaire, par contre, le joueur généreux, là, sa discussion avec le diable. Alors, d'un côté, j'ai trouvé que c'était intéressant sur l'aspect un peu philosophique, le bien et le mal. Est-ce que est-ce que le diable est vraiment que mauvais? On était là-dedans. Je trouve que la discussion est intéressante. Mais pour à peine 4 pages, on était quand même vachement dans une espèce de philo ou de morale. Et moi, c'est vrai que ça a une petite tendance à me lasser. Je voulais tester. Parce que après, oui, au niveau du style, on sent vraiment que c'est un auteur qui sait ce qu'il fait et qui sait écrire, etc. Mais ça faisait un peu trop de discussion, si vous voulez. Là où, par exemple, aussi, dans L'homme à la cervelle d'or, on avait l'impression que tout se passait un petit peu en espèce de huis clos. Je trouvais que c'était moins aventureux que l'aristocrate russe qui voyage avec Élise vers la Volga, vers Rome, qui rencontre Jules César, qui rencontre... Ah, je vous ai pas dit du coup, il y avait quelques notes de bas de page pour la nouvelle de Tourguenieff. Parce que du coup, vous avez pu admirer mon accent en latin et mon accent en russe. Il y avait un cri de guerre. Voilà. Sarin na Kitschkou, c'est le cri de guerre des pirates de la Volga. Ensuite, Stepan Timofeïch, c'est un cosaque du Don, pirate, puis chef de serfs révoltés, milieu du XVIIe siècle. Frolka, ce mot-là, donc c'est le monsieur là qui cherchait Frolka, c'est son frère, le frère de Stepan Timofeïch. Et enfin, on avait dans la même citation, donc Stepan Timofeïch, il dit Frolka, donc mon frère, je pense, où es-tu chien, du feu partout, allons, un coup de hache à ses mains blanches. Donc un coup de hache à ses mains blanches, ça veut dire que c'est un malheureux gentilhomme qui est prisonnier. Et je pense que l'aristocrate, il a les mains tout aussi blanches. Donc c'était ma foi, enfin, il y avait un tout petit peu de vocabulaire comme ça. Tout ça pour vous dire que je crois que ouais, le Gérard de Nerval, la danse des morts, il y a deux nouvelles que je vais lire pour Instagram. Sinon, on est à la page 200 sur à peine 350. Donc, il est fort probable que j'ai lu les quelques nouvelles là pour... Ouais, donc vous pouvez considérer qu'on est arrivé à la page 200 sur 350 à peu près. Et je vous mettrai en lien en barre d'informations les posts sur les nouvelles que j'aurais lues entre-temps. Parce que c'est des choses qui sont assez courtes,
qui sont soit un peu courtes, soit pas libres de droit ou je savais pas trop. Et donc je vous le mettrai en barre d'informations, comme ça vous pourrez éventuellement voir le post si ça vous intéresse, voire aller choper la nouvelle si elle est libre de droit et que j'ai fait le choix de pas la lire, ici. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je prolonge un tout petit peu, peut-être de 2 ou 3 semaines, pour les nouvelles libres de droit de la Dimension Fantastique, sachant que la nouvelle que je peux lire du tome 2, je l'ai chopée. Et l'autre, je crois que c'était un Bradbury ou je sais plus quoi exactement, je retrouverai. Moi, je pense que ça peut être sympa, comme ça on clôt toute les dimensions fantastiques. Et puis, et si vous avez envie en fait d'aller les acheter ou d'aller creuser un petit peu, bah vous y allez. Je trouvais ça sympa. Je réfléchissais après, qu'est-ce qu'on pourrait aller. Bon, on n'y est pas encore, mais je me demandais si j'allais pas repartir sur un petit peu de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'était une nouvelle par semaine à peu près. Pour une vidéo d'à peu près 1 heure, 1h30, je sais plus exactement. Peut-être Sherlock Holmes, après, d'ici, je sais pas, à vue de nez, avril, même mars. On verra. Donc, je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour la suite de Shirley de Charlotte Brontë, où on va attaquer les premiers chapitres du tome 2. Donc, on est toujours dans la première partie. Quand on aura fini la première partie, on sera à 2/3 du livre. Mercredi prochain, je sais pas encore. Soit j'ai super bien charbonné et je vous présenterai une série de romances historiques sur fond d'enquête qui s'appelle Les secrets de Bow Street de Lisa Kleypas, que j'avais déjà lu chez elle, les Hathaway, que j'ai adoré. Donc c'est un peu les Bridgerton, mais un petit peu plus sulfureux, et parce qu'on a une courtisane là, une courtisane qui a failli se faire noyer et qui s'est fait étrangler. Donc elle n'est pas morte, hein, mais qui a été recueillie par un agent de Bow Street, donc la police de l'époque. Donc peut-être que ça sera la vidéo de mercredi prochain, peut-être que ça sera... j'ai un book haul que je n'arrête pas de déplacer. Donc, à voir. En tout cas, j'ai commencé à me faire des piles à lire sur du fantastique ou de la fantasy, non, de la SF ou éventuellement de la fantasy un peu plus classique. Donc des bouquins qui ont une 50aine d'années, on va dire, et qui sont quand même des bouquins un peu incontournables, je pense. Très bon samedi à vous, à tout bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vous le souhaitez. Et lisez tout plein et rêvez tout grand, comme d'habitude. Salut!